Bien. Le principal procédé de manipulation des opinions publiques, le plus efficace, le plus généralement utilisé, en particulier par les gens. Ah, il faut peut-être orienter le micro. Comme ça, oui, parce que de côté, c'est vrai que l'acoustique n'est pas terrible. Entendez mieux? Oui, faites bien d'intervenir, hein, c'est essentiel. Alors, je répète, le principal procédé de manipulation des opinions publiques, le plus efficace, le plus généralement utilisé, en particulier par des journalistes français. Juste un petit point, j'insiste sur des journalistes et pas sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grave du côté des journalistes que des réseaux sociaux. Ce sera une de mes premières propositions. Donc, en particulier des journalistes français, consiste à cacher des propositions contestables à l'intérieur de propositions qui s'affichent. Ainsi, les propositions cachées ne sont pas critiquées et le public les avale. Je démonterai ce mécanisme. Ce procédé repose sur la distinction entre proposition grammaticale et proposition logique. Nous savons tous ce que sont les propositions grammaticales. Une phrase contient autant de propositions grammaticales qu'elle contient de verbes conjugués. Posons la phrase « Le chien de Pierre est blanc ». Elle contient un seul verbe conjugué, donc une seule proposition grammaticale. OK? Une proposition logique, c'est différent. Proposition logique est une proposition à laquelle il est possible de répondre par oui ou par non. C'est vrai ou c'est faux. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. 1 ou 0. C'est une proposition qui est soumise à la question de la vérité. Qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas. Hein, c'est pas ça le problème. Examinons de ce point de vue la même phrase, le chien de Pierre est blanc. Nous avons, sous cette seule proposition grammaticale, 3 choses à approuver ou à refuser. Premièrement, qu'on parle bien d'un chien, et pas d'un loup ou pas d'un parapluie. D'accord. Deuxièmement, que ce chien appartient bien à Pierre, et pas à Louise. Deuxièmement. Troisièmement, qu'il est bien blanc et pas noir. On voit dans ce cas comment la proposition grammaticale met en avant la troisième proposition logique, et elle seule. Je veux parler de celle qui consiste à dire que le chien est blanc. Aussitôt qu'on entend la phrase, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas erreur, si ce chien dont on parle est bien blanc, si on est bien d'accord sur ce point. Le focus est mis là-dessus. Or, non seulement cette phrase abrite d'autres propositions logiques, mais il est permis de se demander si une au moins de ces propositions cachées n'est pas plus importante que la proposition affichée. Vous voyez l'enjeu. Autrement dit, si la proposition affichée n'a pas pour fonction réelle de faire passer en douce, de camoufler une proposition clandestine qui serait en réalité beaucoup plus décisive. Sommes-nous bien sûr en effet que ce chien n'est pas un loup, ni un parapluie, et qu'il appartient bien à Pierre? Voilà peut-être la vraie question. Cela peut vous paraître abstrait, mais pas du tout. Vous vous souvenez de ce que le loup dit à l'agneau dans la fable de Jean de La Fontaine? La question: qui
te rend si hardi de troubler mon breuvage? Hein? Vous voyez où je veux en venir. Et vous vous souvenez comment l'agneau répond au loup? Il lui démontre qu'il ne peut pas troubler cette eau puisqu'il la boit 20 pas en aval. Et que donc l'eau ne peut pas remonter à sa source. Donc il ne peut pas la troubler. On est très content de ça. Hein? Mais remarquons néanmoins maintenant qu'en lui répondant ainsi, l'agneau fait déjà une grande concession au loup. Hein? Il lui accorde beaucoup. Il lui accorde probablement l'essentiel. Et vous voyez comment l'essentiel est caché. Hein? Qu'est-ce qu'il lui accorde? Car la question du loup qui s'énonce en une seule proposition grammaticale et qui prétend évoquer une affaire de pollution, en réalité en cache une autre toute différente, qui consiste à dire que cette rivière lui appartient. Ok? Qu'il en est bien le propriétaire. Or de cela, qui en a décidé? Et qui l'a discuté? Personne. Et vous voyez comment cette proposition est bien cachée. Elle est comme la potion qu'on ajoute au biberon du bébé pour qu'il l'avale. Et il l'avale. Mais vous voulez peut-être un exemple plus politique, plus actuel. En voici un qui ne vous décevra pas. Nous avons tous entendu cette phrase inlassablement répétée à la radio et à la télévision ces dernières semaines qui dit « Dans leur grande majorité, les Français désapprouvent la réforme des retraites ». Cette phrase paraît simple. Elle repose, semble-t-il, sur un constat tiré des enquêtes d'opinion, qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux. Hein. Ce serait donc un fait. Dans leur grande majorité, les Français désapprouvent la réforme des retraites. Dans cette phrase, le verbe désapprouver, qui est le seul verbe conjugué, vous voyez comme il se fait entendre très fort. Hein. On entend désapprouver. Hein. Vous pouvez presque enlever ce qu'il y a avant et approuver, et après on garde désapprouver. Ok? Or, on n'entend plus. Or, quelles sont les questions qui se cachent derrière cette affirmation? Il y en aura de nouveau trois. 1. Sommes-nous bien sûrs que ces enquêtes soient bien fiables? Je ne suis pas complotiste. Je veux seulement dire, sommes-nous bien sûrs que tous les Français répondent sincèrement à la question qui leur est posée? Ou ne faut-il pas imaginer que pour beaucoup d'entre eux, la réponse est déjà contenue dans la question, hein, induite par elle? À force d'entendre ce qu'ils entendent à la radio, ce matraquage, ne répondent-ils pas ce qu'on attend d'eux? Il paraît évident qu'en prétendant nous dire ce que nous pensons, les sondages, en réalité, nous disent ce que nous devons penser. Deuxièmement, qui nous dit que la réforme des retraites relève de notre bon vouloir ou de notre opinion, qu'elle ne nous est pas au contraire imposée par petit a, la réalité démographique, petit b, la réalité économique. Hein? Sinon, pourquoi notre gouvernement voudrait-il donc nous l'imposer? Serait-ce parce qu'il nous veut du mal, qu'il est méchant? Hein? Voilà. Peut-être parce que notre président aurait partie liée avec la finance internationale, hein, dont on affirme mezza voce qu'elle est dominée par les Juifs et les Français. Hein. Plus profondément, la question posée par les instituts de sondage et relayée à l'envi par toute la presse suppose, du fait qu'elle est posée, que la réponse serait de l'ordre de l'opinion. Ça me semble totalement essentiel. Dans l'énonciation même, on suppose que ça dépendrait de l'opinion. Je ne dis pas que c'est pas vrai, hein, je dis que j'en sais rien. La question n'est plus de savoir s'il est nécessaire ou pas de repousser l'âge légal, mais seulement de savoir si cette mesure vous agrée.
et la maladie et la mort qui nous attend à n'importe quel moment vous agrée-t-elle? La question posée par les professionnels de la communication nous incite à esquiver le réel. Attitude dont nous a si bien mis en garde Clément Rosset. Cela l'aurait fait bien rire. Car aurait-on l'idée, par exemple, de demander aux Français si, selon eux, il convient ou non d'ouvrir un parachute avant de sauter d'avion? Troisièmement, depuis quand attache-t-on tant d'importance à la prétendue opinion de la prétendue majorité des prétendus Français? Robert Badinter et François Mitterrand s'en sont-ils souciés quand ils ont décidé d'abolir la peine de mort en 1981? Et dans leur majorité, les journalistes français se sont-ils insurgés alors contre cette décision? Ont-ils proclamé haut et fort que la majorité des Français n'était sans doute pas d'accord? Et l'ont-ils fait depuis? De même que pour l'intégration de la France dans l'Union européenne. De même que pour l'accueil du public immigré. Et ne pensez pas que je m'en plaigne. Je ne suis pas populiste. Mais quand les journalistes ne cessent de rabâcher que dans la grande majorité des Français désapprouvent la réforme des retraites, il me semble de fait que, 1, ils manipulent l'opinion, 2, ils nourrissent le populisme. 2 remarques, pour finir. La personne qui, en France, aujourd'hui, prétend n'être pas d'accord avec les dirigeants du pays ne risque pas grand-chose. Au pire ou au mieux, elle sera mise en vedette par la radio ou la télévision. Ce sera sa minute de gloire. Mais la personne qui n'est pas d'accord avec ce que proclament les autres, dans son métier, dans son quartier, dans sa famille, cette personne, elle, est en grand danger d'être rejetée, d'être exclue. Or, ni la République, ni la démocratie ne sauraient être le règne de l'opinion. Deuxièmement, une dernière remarque. À l'école, on a parlé d'école, et ça c'est peut-être le point le plus sensible. À l'école, on fait grand cas d'enseigner l'esprit critique. C'est très bien, à condition qu'il ne s'agisse pas en cela d'enseigner la bien-pensance, mais plutôt à distinguer les propositions cachées derrière celles qui s'affichent. Avant d'être le domaine de l'idéologie, Ludwig Wittgenstein nous a dit que la philosophie devrait être la lutte infatigablement menée contre la manière dont le langage ensorcelle notre intelligence. La question de l'esprit critique est d'abord celle, à proprement parler, de la maîtrise de la langue. Or, nous savons tous où nous en sommes aujourd'hui sur ce sujet à l'école.